Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Paul Habert, je suis assistant chef de clinique dans le service de radiologie et je viens vous présenter les embolies pulmonaires et l'atteinte par Covid-19. Alors je commence par cette fresque, une fresque historique qu'on a tous en tête parce qu'en fait elle est très récente. Vous voyez, on a tout juste 1 an et en fait elle va montrer un petit peu comment on en est venu à se poser la question. Il y a une coagulopathie qui est associée à l'atteinte Covid-19. On voit que cette fresque, elle démarre il y a 1 an, tout juste 1 an. Les premiers cas de pneumonie à Covid-19 étaient décrits en Chine. Et puis c'est en mars qu'on a commencé à voir les premières études apparaître qui faisaient prendre conscience qu'il y avait une coagulopathie qui était associée à l'infection par Covid-19. De mai à juillet, on a vu apparaître les premières séries de cas, la plupart rétrospectives, qui montrent qu'il y a en fait une association, une association qui est forte entre l'infection par Covid-19 et la présence d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde. Et tout ça, ça a conduit en septembre 2020 à l'établissement de recommandations par la Société française de radiologie qui préconise la réalisation d'un scanner avec injection de produit de contraste à la recherche d'une embolie pulmonaire en cas d'aggravation des symptômes chez des patients déjà hospitalisés pour une infection à Covid-19 et voire de se poser la question pour les patients qui ont initialement des dédimères qui sont très élevés, c'est-à-dire le seuil qui est marqué sur la diapositive de 5000 microgrammes par litre, de la réalisation d'emblée d'un angioscanner pour rechercher la thrombose. Voici illustré une des premières publications sur le sujet, la coagulopathie dans l'atteinte à Covid. Et en fait, les auteurs de cette publication se sont rendus compte que les patients qui décédaient, sur la fin de la maladie, présentaient une CIVD, alors que ceux qui survivaient ne présentaient pas de CIVD. Et c'est à partir de là, vous voyez, c'était les critères définis par la Société internationale de thrombose de la CIVD, qui se sont dit, il y a une coagulopathie qui est associée à cette pathologie. Faisant suite à ces premiers rapports, les sociétés internationales ont pris le pas et ont dit, oui, l'infection à Covid-19 est une des étiologies de coagulopathie induite par le sepsis. C'est une entité qui n'est pas nouvelle, c'est une entité qui est connue, et cette entité elle a même déjà fait l'objet de publications, de travaux, et il avait été montré en 2017 que l'anticoagulation préventive avait un bénéfice sur la mortalité à J28, c'est-à-dire à 1 mois, dans le cas de cette coagulopathie induite par le sepsis. Et puis, dans la foulée, au mois d'avril, les sociétés savantes qui prenaient les décisions sur l'anticoagulation, qui proposaient des positions, ont publié leurs rapports. Donc là, je vous en mets 2 pour exemple, mais j'aurais pu en mettre plusieurs. J'ai mis les Italiens, j'ai mis les Suisses, j'aurais pu en mettre bien d'autres. Et dans tout ça, concernant l'embolie pulmonaire, quelle est la place pour l'imagerie ? L'examen de référence, le gold standard, c'est l'angioscanner thoracique, donc un scanner avec injection de produit de contraste. Je vous ai illustré ici la plus récente sensibilité et spécificité que j'ai trouvée, qui est de 83% et 96% respectivement. Et il est recommandé en première intention dans les différentes sociétés savantes, que ce soit, vous voyez, les guidelines 2019 de la Société européenne de cardiologie, de la Société européenne de pneumologie, ou dans les sociétés nord-américaines de radiologie. Cet examen il vient en remplacement anciennement de l'angiographie pulmonaire, qui était l'examen qu'on réalisait avant, autrement plus compliqué, autrement plus difficile, et l'alternative à l'angioscanner thoracique, c'est la scintigraphie de ventilation-perfusion. Le critère de gravité qu'on s'attache à rechercher sur cet angioscanner pulmonaire, c'est la dilatation des cavités droites, que je vous ai illustré ici sur l'image du bas, qui est une coupe axiale, avec injection et une bonne opacification des cavités droites. Et vous voyez que là, le volume des cavités dans les cavités droites, il est supérieur au volume dans les cavités gauches, et ce qui a été décrit et publié comme le signe de gravité de l'embolie pulmonaire. Alors, cet angioscanner, il a des avantages, il a des inconvénients. On voit que ces avantages, déjà, il est largement disponible. C'est un examen qui est très rapide, tout compris si le patient est déjà perfusé, on en a pour moins de 5 minutes. C'est un examen qui est quand même peu invasif et qui a fait l'objet de beaucoup de publications prospectives et donc qui est un outil qui est validé. Et en plus, si jamais il n'y a pas d'embolie pulmonaire, parce que les signes cliniques de l'embolie pulmonaire sont quand même assez peu spécifiques, l'angioscanner permet de proposer un diagnostic différentiel à la symptomatologie présentée par le patient. Ces inconvénients, comme tous les examens qui utilisent les rayons X, c'est un examen qui est irradiant et l'attention elle est particulière chez les femmes jeunes, chez les femmes qui sont en postpartum ou chez les femmes enceintes parce que l'irradiation mammaire c'est celle qui est la plus préoccupante et cet examen nécessite l'injection d'un produit de contraste iodé avec les contre-indications actuelles qui sont reconnues et écrites dans le Vidal, c'est-à-dire l'anaphylaxie et l'insuffisance rénale.
Cet examen, on dirait pas, mais c'est un challenge technique. C'est voilà, une difficulté de faire un bel enjeu scanner pulmonaire qui soit vraiment contributif. Parce que le patient est dans un contexte où il est déjà essoufflé, il est déjà dyspnéique. Donc vous imaginez un patient qui arrive au scanner, il a une atteinte Covid-19, il a peut-être de l'oxygène, il a un masque, et là on va l'allonger et on va lui demander de bloquer la respiration, de tenir une apnée. Autant dire que pour quand même un certain nombre de patients, c'est complètement utopique, illusoire. Et en plus de ça, pour avoir un examen de bonne qualité, il faut lui placer les bras au-dessus de la tête. Donc j'ai mis entre parenthèses que c'était quelque chose qui était difficile pour les patients qui avaient une omarthrose, mais je vous laisse imaginer les patients qui arrivent intubés, ventilés, depuis les services de réanimation, c'est même illusoire de leur mettre les bras au-dessus de la tête. Et c'est vraiment quelque chose qui altère la qualité diagnostique de nos enjeux scanners, parce que les rayons X qui vont passer au travers de l'os, il va y avoir ce qu'on appelle l'artefact de durcissement, qui est responsable d'une augmentation du rapport signal sur bruit, et qui rend plus difficile l'interprétation diagnostique. Et donc c'est un travail qu'on doit faire vraiment en équipe avec les manipulateurs. Ils essayent d'entraîner les patients, ils voient si le patient est capable de tenir l'apnée, et c'est important de l'expliquer, de rassurer les patients qui arrivent parfois stressés au scanner, stressés des résultats, et ça n'aide pas à tenir une bonne apnée, à avoir un bel examen. Alors la question qui suit, c'est pour quel patient ? Donc il y a une littérature qui est très riche, vous voyez, Covid-19 et embolie pulmonaire, juste sur l'année 2020, on est à 585 résultats si on cherche sur PubMed, et à titre de comparaison, si on cherche cancer du poumon et embolie pulmonaire, vous voyez que depuis 1986, on est à 137 résultats. Alors, est-ce que l'embolie pulmonaire est plus fréquente dans l'atteinte par la Covid-19 que dans les autres pneumopathies virales ? Donc on dirait bien, via cette publication issue de Circulation, des Lillois, c'est une publication sur leur premier patient donc, qui date de mars, où ils ont retrouvé chez les patients qui étaient hospitalisés en réanimation 21% d'embolie pulmonaire. Alors que sur la même période de 2019, donc le mois de mars de 2019, en prenant les mêmes dates, toutes étiologies confondues, ils étaient à 6% d'embolie pulmonaire. Et en prenant par exemple la grippe, pour tous les patients qui étaient en réanimation sur l'année 2019, soit 40 patients, ils avaient 8% d'embolie pulmonaire, alors que l'embolie pulmonaire a été plus recherchée chez ces patients qui ont eu dans 42% des cas un enjeu scanner, alors que les patients atteints de la Covid-19 ont eu dans 32% des cas un enjeu scanner. Je vous montre une autre publication qui retrouve une prévalence un petit peu différente, et c'est pour ça que c'est intéressant. Ici, on reste toujours dans une cohorte française, ce sont 2 centres parisiens qui retrouvent une prévalence de l'embolie pulmonaire de 24% globalement, et jusqu'à, vous voyez, 50% des patients qui sont hospitalisés en réanimation, nettement supérieure à la publication précédente. C'est une prévalence qui est très élevée. Alors pourquoi est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi ils ont une prévalence qui est si élevée ? On voit qu'ils ont inclus des patients qui avaient une atteinte de la maladie qui était très sévère, et quand on essaie de quantifier cette atteinte, vous voyez que 86% des patients avaient une atteinte supérieure à 25% de la totalité sur le scanner pulmonaire, donc des patients qui étaient probablement assez graves. Et on voit aussi que la moitié de ces patients étaient déjà hospitalisés sous oxygène, et qu'en fait ils ont eu le scanner pour aggravation encore de leur symptomatologie. C'est le 53% que vous voyez sur la ligne en face de enjeu scanner pour détérioration clinique. Alors après on peut se demander, mais quels sont les facteurs de risque ? Donc il y a cette étude qui est très intéressante aussi, et qui retrouve donc sur 337 patients une prévalence de 22% des embolies pulmonaires, et ils ont retrouvé comme facteur de risque l'obésité, le fait que les D-dimères soient élevés, et les antécédents d'embolie pulmonaire. Ce qui est aussi peut amener à se poser des questions, c'est qu'ils ont trouvé que le traitement par statine et l'hypertension artérielle étaient des facteurs protecteurs de l'embolie pulmonaire. Je vous montre ici la table d'analyse multivariée. Vous voyez un risque relatif de 2,7 fois plus élevé si on avait une obésité de stade 1, et 4,8 fois plus élevé si on avait les D-dimères élevés. Donc ça reste une prévalence très importante, 22% des patients. On peut encore se poser la question, pourquoi cette prévalence elle est aussi élevée ? Et on voit que c'était des patients qui étaient comorbides, près de 50% des patients avaient un IMC supérieur à 30, une obésité de stade 1. Ils étaient dans quasiment 10% des cas, ils avaient des antécédents d'embolie pulmonaire, de thrombose. Dans 40% des cas diabétiques, et ils étaient quand même pour un certain nombre déjà sous oxygène.
L'autre question, on se demande est-ce que l'embolie pulmonaire est plus fréquente chez les patients qui sont en réanimation que les patients qui sont hospitalisés. Bien pareil, on dirait bien, il y a cette méta-analyse récente publiée dans Radiologie qui regroupe 27 études pour un total de 3342 patients et qui retrouve un risque relatif de 3,5 fois supérieur chez les patients hospitalisés en réanimation. Ils ont retrouvé une prévalence de 10% pour les patients qui étaient hospitalisés non en réanimation d'embolie pulmonaire et 25% chez les patients en réanimation. On se rapproche de la première étude en termes de prévalence que je vous ai montré ici. La prévalence a été moins importante, probablement que les patients étaient moins graves. Et la conclusion de cette méta-analyse, donc, c'est que plus la population est grave cliniquement, plus on va avoir une prévalence d'embolie pulmonaire importante. Dans ce regroupement donc, de 27 études, les thrombus étaient plus souvent en périphérie que centraux. Donc dans 60% des cas, ils étaient en périphérie. Ici, je vous montre une embolie pulmonaire. Vous voyez un défect endoluminal d'une branche sous-segmentaire, donc ce qu'on appelle distal-distal. Et ici, vous voyez un thrombus qui est proximal, bilatéral, puisqu'il est au niveau des branches de division lobaire. Et dans ces embolies pulmonaires, en fait, seulement dans 42% des cas, elles étaient associées à des thromboses périphériques, ce qui va dans le sens de la théorie de la formation des caillots in situ et pas forcément de l'embolie. C'est-à-dire qu'on a tous en tête l'image de la thrombose veineuse profonde qui va partir dans les artères pulmonaires, mais il y a une autre théorie qui dit que peut-être ces thrombus se développent directement, d'emblée, dans les artères pulmonaires. Alors ici, il y a un autre article qui est cette fois européen, qui regroupe 4 pays d'Europe, dont la participation marseillaise de nos collègues réanimateurs à l'écriture de cette revue, et qui retrouve une prévalence de l'embolie pulmonaire beaucoup plus faible, entre 2,6 et 8,9% des patients à l'admission. Ils estiment qu'un tiers vont nécessiter un passage en soins intensifs par la suite. Quel est le seuil de dédimère qu'on va essayer de chercher pour argumenter dans le sens de la nécessité d'un angioscanner à la recherche d'une embolie pulmonaire? Donc il n'y a pas suffisamment de données actuellement qui valident un seuil. Il y a des études qui montrent qu'un seuil supérieur à 3000 microgrammes par litre est à très haut risque d'embolie pulmonaire. Je vous ai mis par exemple cette publication pour laquelle un seuil supérieur à 2660 microgrammes par litre retrouvait une sensibilité de 100%. Dans cette publication, les patients étaient graves, la moitié d'entre eux étaient en réanimation. Et localement, ici, on a pris le seuil de 2000 microgrammes par litre. Et avec ce seuil, pour les patients qui étaient hospitalisés hors service de réanimation, on a réalisé sur la période août-septembre-octobre 321 angioscanners pulmonaires pour des patients qui avaient une atteinte Covid confirmée par RT-PCR. On a eu 15 embolies pulmonaires, ce qui nous fait une prévalence de 5%. Cette prévalence, elle est un peu plus basse que celle de la méta-analyse. Elle est globalement dans les clous de la revue. Peut-être qu'on a eu une sélection de populations un peu différente. Au début, on avait choisi un seuil qui était plus bas, à 1000 microgrammes par litre. Donc on a certainement dû faire plus d'angioscanners pour trouver des embolies pulmonaires. La population était peut-être aussi moins symptomatique ou un variant viral, ça se restera à éclaircir. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que les patients qui étaient ambulatoires, qui ne nécessitaient pas d'hospitalisation, avec ce seuil de 2000 microgrammes par litre, sur la période octobre, novembre, décembre, on a eu 66 patients pour lesquels il y a eu une indication d'angioscanner pulmonaire, des patients qui étaient ambulatoires, encore une fois, qui n'avaient pas besoin d'être hospitalisés. Et sur ces 66 patients, on a retrouvé 4 embolies pulmonaires, ce qui fait une prévalence de 6%, qui est globalement similaire à celle qu'on a eue chez les patients hospitalisés. Je vous montre ici un exemple. Un patient donc peu symptomatique, asymptomatique, des dédimères à 2,55 et une embolie pulmonaire qui est proximale, puisque vous voyez le caillot qui vient se mouler sur la bifurcation entre l'artère lobaire moyenne et l'artère lobaire inférieure droite. Tout ça pour quelles conséquences? L'embolie pulmonaire a une nécessité d'anticoagulation efficace avec les risques que ça comporte, les risques hémorragiques. Et on va trouver des embolies pulmonaires qui sont distales, sous-segmentaires, pour lesquelles l'indication de traitement est encore débattue. Et il ne faut pas oublier les autres thromboses, que ce soit veineuses ou artérielles. Et voilà, pour ouvrir un petit peu le débat, cette dernière diapositive de février 2020, actuellement, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas d'essai prospectif randomisé qui dit que le traitement des embolies pulmonaires distales a un bénéfice par rapport au risque de l'anticoagulation. Donc peut-être qu'il y aurait un intérêt de voir dans quelle proportion les embolies sont proximales, dans quelle proportion les embolies sont distales dans cette pathologie. En conclusion, l'infection par la Covid-19 est un facteur causal d'embolie pulmonaire. On n'a pas de seuil de dédimère qui est parfait, mais un compromis à trouver. Et on a nécessité de bien
clarifier la probabilité pré-test pour améliorer la précision diagnostique de nos enjeux scanners thoraciques. Et je vous remercie pour votre attention.